Alors, la Grande Marche de 63, là, on voit Martin Luther King, évidemment, qui était le protagoniste de la marche. Qu'est-ce qui amène, en fait, ce sont un type d'événements qui se rapprochent des événements qu'on a eu cette année. Parce qu'en fait, Martin Luther King avait une philosophie de faire des marches non violentes. Et il avait cette faculté d'être un rassembleur autour d'un message de non-violence, mais en même temps de résistance. Donc, de jamais laisser tomber. Et il était donc en Alabama. Donc, si on se rappelle, en fait, dans les deux personnes, donc Claudette et Rosa Parks, toutes les deux étaient en Alabama. Et il fait plusieurs marches non violentes dans les villes de Birmingham et de Montgomery. Pendant ces marches, malheureusement, il y a des Noirs qui se font tuer, qui se font attaquer, qui se font torturer. Et certaines de ces marches, du fait de la résonance de Martin Luther King, certaines de ces marches sont médiatisées. Et c'est la violence qui sera médiatisée. Et cette violence va principalement venir de la police et du Ku Klux Klan. Et cette violence qui sera médiatisée va faire qu'au plus haut niveau de l'État, on ne peut plus ignorer cette bataille pour les droits civiques. Et donc, excuse-moi de te couper, Eugène. Ku Klux Klan, c'est quoi? C'est un groupe politique, c'est ce que tu sais? C'est un groupe idéologique, c'est quoi? Ouais, c'est pas un groupe, ça n'a jamais été un parti politique en soi, mais c'est un groupement suprémaciste raciste blanc qui voulait. Déjà, ça a commencé à se former surtout après, à la fin de l'esclavage. Et en fait, ce sont des personnes qui voient toujours les personnes non blanches comme n'étant pas des êtres humains à valeur égale. Et donc, c'était un groupe violent, tant physiquement que de façon, on va dire, les pouvoirs législatifs ou exécutifs. Ils pouvaient utiliser en fait toutes les manières en fait de bloquer ou d'empêcher la vie des Noirs. On va un peu y faire référence quand on va parler un peu de l'évolution politique de l'homme noir, mais le Ku Klux Klan, ce qu'il faut retenir, c'est que le Ku Klux Klan est traditionnellement très très proche, ne faisait pas partie, mais très très proche du parti démocrate. Maintenant, donc, comme je disais, la violence en fait, était diffusée dans les médias et à l'international. Et en juin, le 11 juin 1963, le président à l'époque, président Kennedy, il annonce en fait une proposition de loi sur les droits civiques. Et c'est une proposition de loi pour le droit de vote et la fin de la ségrégation. Et le 22 juin, donc seulement 11 jours après qu'il ait annoncé ça, Martin Luther King rencontre Kennedy. Et c'est ça, en fait, ce qui va pousser à l'organisation d'une grande marche sur Washington en août 1963. Et c'est une marche où Kennedy ne sera pas présent. Ok, donc j'espère que tout le monde suit. Je vois pas beaucoup de réactions dans les commentaires. Je voulais juste aussi préciser qu'il y aura un échange après, mais si vous avez des commentaires pendant, n'hésitez pas. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Donc, de ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que le fait qu'il y ait eu des violences qui ont été médiatisées et que apparemment maintenant le monde entier voit qu'il y a quand même une espèce d'injustice qui se fait sur les manifestants noirs. MLK, donc Martin, rencontre Kennedy pour l'organisation le 22 juin. Donc, il parle d'une organisation pour une marche. C'est ça? Exact. OK. Parfait. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que c'est lui l'organisateur? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? Qui a vraiment organisé cette marche en tant que telle? C'est ce qu'on appelle les fameux Big Six. Donc, oui, Martin Luther King est impliqué. Au milieu du slide ici, on voit que Martin Luther King est là, mais il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait Asa Randolph, évidemment, puisque lui avait commencé à s'associer avec King en 57 et il a aidé à l'organisation de la marche. Puis il y a d'autres membres de la communauté noire, membres en fait aussi de groupements, de groupes activistes noirs. Donc on a par exemple Roy Wilkins qui était plus de la NAACP, qui était en fait président de la NAACP à ce moment-là. On avait en fait John Lewis qui lui était jeune, avait seulement 23 ans à ce moment-là et il était président en fait du comité de coordination des étudiants non violents. On avait James Farmer qui avait créé le CORE, le Congress on
Racial Equality, et Whitney Young, qui est en fait, il travaillait beaucoup sur la discrimination à l'emploi. Donc c'est un soldat, un ancien soldat qui avait servi dans la Deuxième Guerre mondiale, et il a vécu la discrimination en fait là-bas. Ok, donc c'est pas Martin Luther King qui est seul, c'est vraiment, si je comprends bien, en fait, c'est vraiment on va dire, les plus gros leaders de mouvement qui ont décidé, au lieu de faire chacun sa marche de son côté, ils se mettent ensemble pour faire cette marche historique, si je peux dire. Exact, exact. Euh, Aussi, alors maintenant, si on veut parler de la marche elle-même, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Premièrement, c'était un événement télévisé. Donc, c'était le 28 août 1963. Donc, il faut bien retenir la date du 28 août. Il y avait environ 250 000 personnes. Et les exigences étaient claires. C'était jobs and freedom. Jobs pour l'arrêt de la discrimination à l'emploi, des meilleures conditions de travail, freedom parce que la ségrégation, les lois Jim Crow ne permettent pas aux Noirs de vivre librement. C'est aussi là que Martin Luther King aura son speech I Have a Dream, où il demande en fait, il espère que les gens ne seront plus jugés par leur couleur de peau, mais par leur caractère. Et on est aussi 100 ans après la proclamation de Lincoln, en fait. Donc, Lincoln fait sa proclamation en 1863 et c'est en 1963 qu'il y a la marche de Washington. Ok, et donc là, tu me dis que les deux objectifs, en tout cas le message, c'est Jobs and Freedom. Donc, plus d'emplois pour les Noirs, je suppose, et plus de liberté pour les Noirs. Est-ce que tous les mouvements leaders étaient pour ça? Leaders noirs, évidemment, excuse-moi. Euh, je pense que tous les leaders étaient pour ça, mais pas nécessairement pour la marche. Donc, pour les objectifs, mais peut-être pas pour la marche. Ouais. Il y avait en fait le Nation of Islam, qui à l'époque était représenté par Malcolm X, donc qui était le porte-parole de la Nation of Islam. Il a appelé cette marche la farce de Washington. Et en fait, Malcolm X, en fait, lui, n'avait pas cette vision intégrationniste de de Martin Luther King. Il avait une vision peut-être un peu plus, on va dire, d'autodétermination du peuple noir. Mais en fait, physiquement, il est parti. Il était présent à la marche, malgré tout. Malgré qu'il soit Il contre, était il était quand contre, même mais il était présent. là. OK. C'est ça. Et puis en fait, Malcolm X et Martin Luther King, ce sera peut-être, je ne sais pas si c'est un acte manqué peut-être pour l'histoire noire en général et l'histoire noire aux États-Unis, mais ils se sont rencontrés brièvement en 1964, et c'est en fait en février 1965 que Malcolm X commence à sérieusement se dire, mais on va essayer de se rapprocher avec Martin Luther King. Et de la même manière aussi, Martin Luther King commence à penser à est-ce que la non-violence fonctionne, mais Malcolm X sera malheureusement assassiné le 21 février 65. Donc 2 semaines après avoir discuté avec la femme de Martin Luther King. OK. Pour revenir maintenant à la marche de Washington, tu as dit il y avait quand même 250 000 personnes. Est-ce que c'était en majorité noire, est-ce que c'était mixte? Et aussi, est-ce que ça a apporté quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des résultats par rapport à ça? Ouais, très bonne question parce que c'était mixte. Donc le I Have a Dream, le speech I Have a Dream de Martin Luther King, c'était vraiment un rêve que tous les peuples du monde se rassemblent. Donc par définition, en fait, c'était mixte et rassembleur à travers toute la population aux États-Unis. Aussi, comme j'avais dit, en fait, la violence de la police et la violence du Ku Klux Klan avaient été médiatisées, et même à l'international, beaucoup de gens dans le monde se sont sentis concernés par ce problème et comment dire, ont apprécié la démarche non violente de Martin Luther King. Maintenant, par rapport aux résultats, résultats et événements qui se passent après la marche de Washington, il faut le voir de façon graduelle. Ce que je veux dire par là, c'est que ça prend 2 ans pour que, on va dire, que tous les résultats soient atteints. Donc, premièrement, la marche, c'est fin août 63. 2 semaines après, le 15 septembre, il y a un bombardement ignoble dans une église, toujours en Alabama, où en fait 4 fillettes noires seront tuées.
Et 4 jours après, ça va pousser en fait à une rencontre entre Kennedy, Martin Luther King et d'autres leaders des droits civiques. Puisque Martin Luther King avait rencontré Kennedy 2 mois avant la marche. Ils s'étaient mis d'accord donc sur l'organisation de cette marche, mais Kennedy lui a dit je vais rester en retrait, je ne vais pas me présenter moi-même à cette marche. Mais donc après avoir vu que malgré tout les violences en Alabama continuent, ils se rencontrent encore une fois. Et puis malheureusement Kennedy 2 mois après est assassiné. Donc c'est le fameux assassinat du président Kennedy. Qui sera en fait remplacé par un autre un autre président des démocrates, Lyndon B. Johnson. Lyndon Johnson, il faut aller 1 an après, en juillet 64, pour voir qu'il a signé le Civil Rights Act. Et donc c'est la loi sur les droits civiques, donc qui met un fin aux lois Jim Crow. Et puis en fait, Martin Luther King va obtenir le prix Nobel de la paix. Donc il a une renommée internationale. Il va obtenir le prix Nobel de la paix à la fin de l'année 1964. Et l'année suivante, parce qu'il y avait toujours obstruction, toujours des problèmes pour que les Noirs puissent voter, puissent aller exercer leur droit de vote de façon libre. Donc, il se faisait, quand un Noir voulait voter, c'était pas rare qu'il se fasse menacer, qu'il se fasse tuer, qu'on l'empêche d'entrer, qu'on ne prenne pas en compte son vote. Mais il y a eu la signature du Voting Rights Act de la part du même président Lyndon Johnson. Donc, c'est un peu ça les résultats de la marche de Washington. Excuse-moi, je vais faire une petite synthèse avant de te poser la prochaine question. Donc, ce que je comprends, ici, il y a eu la grosse marche qui avait l'air d'avoir une réussite puisqu'il y a 250 000 personnes. Mais 4 jours après, si je comprends bien, ou en tout cas 1 mois ou 2 semaines après, il y a des racistes blancs qui envoient une bombe dans une église qui explose et qui tue 4 jeunes filles noires. De là, Martin Luther King voit une espèce d'urgence pour rencontrer Kennedy, parce que malgré cette marche-là, on voit que ça continue quand même à être meurtrier. Mais Kennedy meurt avant qu'il puisse peut-être mettre en place le plan qu'ils avaient dit ensemble. Mais ce qui est bien, c'est que le président qui succède Kennedy lui-même quand même continue, on va dire, dans cette lancée et fait signer le Voting Rights Act en 65. Donc, on n'est pas très bien politique. En tout cas, moi, je ne suis pas très bien politique en Amérique. Je ne sais pas si tu peux un peu expliquer, justement, là, tu nous as expliqué un peu le droit de vote qui n'était pas vraiment réel chez les Noirs. Maintenant, c'est signé, mais au niveau des partis républicains, démocrates, tu peux un peu juste clairement ou brièvement, tu vas expliquer c'est quoi ces deux partis-là aux États-Unis? Ouais, c'est très, très important parce que aujourd'hui, le noir vote démocrate, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, au départ, le Parti républicain, il est créé, ou en tout cas, il commence à se populariser en 1854. Et en fait, il est connu pour être contre l'expansion de l'esclavage dans les territoires américains. Donc, pour ceux qui étaient là au tout début, il y a la carte avec la guerre civile américaine, où on a les États du Nord-Est bleus proches de l'Union, et on a les États rouges au sud, mais au centre, on a en fait les territoires. Et les républicains se sont créés en étant contre en fait, l'expansion de l'esclavage dans ces territoires. Et les premiers membres du Parti républicain, c'était beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de WASP, c'est-à-dire les White anglo-saxons protestants, et des Noirs aussi. Et évidemment, au vu de leur position sur l'esclavage. Et ils s'étaient très orientés business et dans le secteur, et très proche du secteur financier et bancaire. Donc, les Noirs, en fait, sont très républicains. Dans la deuxième partie donc, du 19e siècle. C'est plutôt à partir des années 30 qu'il y a un changement d'habitude de vote des Noirs, où ils commencent à voter en fait démocrate après en fait la grosse crise de 1929 qui a donné la Great Depression et un New Deal fait par les démocrates. Je vais revenir sur le New Deal dans le slide suivant, mais pendant qu'il y a ce New Deal démocrate, les républicains, en fait, ils gardent leur orientation. Ils sont très fidèles à leur... ça, c'est le truc que je peux reconnaître, c'est qu'ils sont très fidèles à leur orientation. Donc, toujours cette orientation business, orientation banque, plutôt protestant,
aussi en fait aiment avoir un État pas trop gros. Ils aiment un gouvernement léger là, qui est pas trop d'immisce, que le gouvernement ne s'immisce pas trop dans les affaires en fait. Euh, et donc l'autre parti fort aux États-Unis, c'est le parti démocrate, qui lui en fait c'est le plus vieux parti des États-Unis. Qui d'habitude à sa création en fait il supportait fort la souveraineté étatique. Donc quand je dis étatique, ça veut dire parmi les 50 États américains, il aime beaucoup avoir cette indépendance au niveau de l'État même. Il était très friand de ce qu'on appelle, ce que j'ai mentionné, le gouvernement léger, le gouvernement limité. Mais aujourd'hui, c'est plus devenu une valeur républicaine. Aujourd'hui, ça a changé. Les démocrates sont plus interventionnistes maintenant. Par contre, ils se sont toujours opposés en fait aux banques et à la finance, mais ils supportent l'expansion de l'esclavage à l'époque. Et dans le sud des États-Unis, les démocrates, le Ku Klux Klan était très proche du parti démocratique. Certains considéraient que c'était en fait comme la milice armée du parti démocrate. Et ils empêchaient vraiment activement les Noirs d'aller voter dans le Sud. Donc, comme je disais, par l'intimidation, par la violence, par les menaces. Aussi, il faut comprendre que dans le Sud, à cette époque, au niveau démographique, les Noirs étaient plus nombreux. Donc, lorsque Lincoln veut donner en fait le droit de vote au Sud, les Blancs veulent continuer à se protéger parce qu'ils disent, mais attends, si tout le monde vote et que c'est une personne, une voix, on va perdre puisque les Noirs sont majoritaires. Donc, il y avait cette importance de pouvoir empêcher les Noirs de voter. Et ce qui va amener en fait les Noirs à se mettre à voter démocrate, c'est le fait que lors de la grande crise économique, et ça fait des liens avec aujourd'hui d'ailleurs, il y a un président qui sera très populaire, qui a fait 4 mandats de suite. Il s'appelle Franklin Roosevelt. C'est un président démocrate. Et lui, au début des années 30, il va faire ce qu'on appelle un New Deal. Et dans ce New Deal, il va un peu changer la face du Parti démocrate. Donc, il va commencer à rassembler des personnes qui sont des immigrants européens catholiques. Il va les faire rentrer dans le parti et il va se mettre à proposer beaucoup de programmes d'État-providence, donc des programmes sociaux qui vont aider les pauvres. Et comme les Noirs étaient pauvres, les Noirs avaient un intérêt économique à se rattacher en fait au Parti démocrate. Puis le Parti démocrate va aussi commencer à être de plus en plus actif dans la défense des droits civiques, des Noirs. Ok, merci pour cette explication. C'est un peu plus clair. Donc, en gros, en fait, les Noirs étaient beaucoup plus républicains, on va dire, à l'époque, à la fin du 19e siècle, puisque c'est grâce à Lincoln, on va dire, que l'esclavage s'est arrêté. Mais après la Grande Dépression, ils sont plus passés au côté démocrate, qui était moins capitaliste, je peux dire, ou bien moins porté sur le portefeuille. Euh, Exact. Et puis là, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est juste un graphe qui montre qu'à partir de 1932, pardon, 36 ici, entre 1936 et 2004, le vote noir a toujours été incroyablement démocrate. Donc ici, on a 71% et 28% pour les républicains. Donc les républicains, c'est aussi GOP, le Grand Old Party. Vous allez aussi voir ça, c'est la même chose, la partie républicain ou GOP. On peut voir qu'en 2004, c'était 88% donc les Noirs votaient à 88% pour les démocrates et à seulement 11% pour le GOP. Puis ce qui est assez marrant de voir, c'est ici, il n'y a presque pas de vote républicain en 1964, qui est l'année juste après la Grande Marche de Washington. Ouais, c'est ça. Okay, comme on est un peu pris par le temps, c'est vraiment intéressant. Mais donc moi, ma question, c'est à savoir. Donc, euh, bon, maintenant, il y a une grande marche. La signature s'est faite en 65 pour le droit de vote pour les Noirs. Donc, tout va bien alors, à partir de ce moment-là. La communauté noire se retrouve. Se retrouve peut-être, mais ça ne va pas nécessairement beaucoup mieux au niveau économique parce que il y a toujours la paupérisation en fait du peuple noir. Et il y a aussi quelques blancs qui sont pauvres. Et Martin Luther King, qui était quelqu'un d'intégrationniste, a fait en fait a voulu organiser d'autres marches dans les années 67 et 68 qui s'appelaient les Poor People's Campaign en 67 et 68.
Et c'est dans le cadre d'une de ces marches que malheureusement, il se sera fait assassiner. En avril 68, il était dans un motel dans le Tennessee, qui est un des États du Sud, à la ville de Memphis. Et en fait, on a condamné à 99 ans de prison James Earl Ray, la personne qu'on voit en photo. Mais la famille de Martin Luther King ne pense pas que c'est lui l'assassin que c'est pas lui l'assassin en fait. Il y a des soupçons comme quoi, de conspiration comme quoi l'État, la mafia et la police de Memphis sont en fait impliqués dans l'assassinat de Martin Luther King. Et il y a même un restaurateur qui travaillait donc à côté du motel où il s'est fait assassiner, qui a dit qu'il a vu un policier tirer sur Martin Luther King. Donc la situation ne s'améliore pas nécessairement, malgré les grosses avancées au terme légal du peuple noir. Donc, Martin Luther King était non violent et finalement mort violemment. Effectivement. Okay. C'est la triste réalité. constat. C'est ça. Écoute, dans ta lancée, est-ce que tu peux un peu expliquer quelle est l'évolution justement de cette communauté-là? Parce que là, on a parlé de la première marche, mais il y en a une deuxième. Je ne sais pas si tu peux nous dire déjà quand et quelle a été l'évolution justement de cette communauté noire aux Alors États-Unis. l'évolution à partir de la fin des années 60 jusqu'à la deuxième Million Man March de 1995, elle est marquée par